Égalité des époux pour le nom de famille. La loi entre en vigueur demain. On pourra user du nom de la mère. Les banques peuvent faire payer les chéquiers à compter de demain. Les raisons des banquiers et les réticences des usagers. Les premiers résultats du bac sont connus, mais le bachot, ce n'est pas tout. Enquête sur les bacheliers postiers. Au tournoi de Wimbledon, Henri Lecomte se qualifie pour les quarts de finale. Il rencontrera l'Australien Pat Cash, vainqueur de Villander. Nous sommes le 30 juin, le lundi 30 juin 1986. Cela fait 465 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine. Pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 404 jours de détention. Pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2, 114 jours de détention. Et pour Camille Sontag, 54 jours de détention. Les 7 otages français du Liban n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Quand on a un peu plus de 35 ans, que l'on est une femme seule avec un enfant, quand on n'a plus de travail et que l'électricité est coupée, quand on est isolé et qu'il est trop humiliant de demander de l'aide, on ferme les volets. C'est à Sedan, une jeune femme s'est laissée mourir de faim avec son fils Grégory, 4 ans et demi, dans une petite chambre de bonne. Enquête FR3 Nancy. Dans ce triste quartier de Sedan, dans 2 pièces insalubres, Eliane Orso, il y a 2 mois, a mis fin à ses jours. Elle a entraîné dans la mort son petit garçon de 4 ans. Les 2 corps étaient allongés sur un même lit de camp. Depuis trop longtemps au chômage, Eliane a voulu cela le jour où l'électricité, le peu de confort qui lui restait, a été coupé. À 35 ans, elle a succombé à la misère, à la solitude, à l'indifférence de tous, à celle des siens. Elle est morte peut-être aussi d'avoir eu la dignité de ne rien demander, ni pour elle, ni pour l'enfant. Ça fait 15 ans qu'elle est partie de chez mes parents, et elle avait du travail, elle travaillait chez un vétérinaire avant, ça se passait très bien, et là on ne savait pas s'il était avec quelqu'un ou quoi, alors nous, vous savez, on ne va pas dans les profondeurs des gens, elle voulait voler de ses propres ailes, alors nous, on n'a pas cherché plus loin, on a nos problèmes aussi. Moi j'ai des enfants, ma mère est malade, il a fallu s'occuper d'elle. Personne, pendant plus de 2 mois et plus, ne s'est préoccupé de savoir ce qui se passait derrière les volets clos de l'appartement d'Eliane. Si on avait eu connaissance d'une situation aussi dramatique, le bureau d'aide sociale aurait pu, par l'intervention d'une assistante sociale, faire quelque chose et diligenter une aide. En 1986, dans votre ville, on peut encore mourir par indifférence? Ben, en voilà la preuve. On le dit aujourd'hui, Eliane était belle, elle était digne, on l'a enterrée ce matin avec son petit garçon. Demain, les banques auront la possibilité de faire payer les chéquiers. Je dis bien la possibilité, car jusqu'à présent, elles ne se précipitent pas. Sans doute la mesure n'est-elle guère populaire. Voyez l'enquête de Jean-Pierre Métivet et Roger Mathurin. Voici 2 clients d'une même banque. Le premier a 20 000 francs sur son compte. Il signe peu de chèques. Pour le banquier, c'est un bon client. La seconde possède un compte plus chétif et une désagréable habitude. Elle fait beaucoup de chèques, parfois de très petits chèques, et là, notre banquier s'étrangle. Et oui, le traitement d'un chèque coûte 3 francs pour une banque, d'où l'idée des chèques payants. Une idée déjà appliquée ici, au Crédit Agricole du Var. On y passe à la caisse selon la grosseur du compte et le nombre de chèques émis. Un exemple, si vous laissez en moyenne 6 000 francs sur votre compte, vous avez droit à 6 chèques gratuits par mois. Tout chèque supplémentaire est facturé 3 francs. Faites les comptes, si vous signez un chèque par jour, le prix est de près de 900 francs par an. Les banquiers ont besoin de nouvelles ressources. Depuis 2 ans, la baisse rapide des taux ont fait que les dépôts que nous confient nos clients, nous les faisons fructifier à des taux qui nous sont de moins en moins intéressants. Par conséquent, il faut trouver d'autres ressources pour couvrir le coût de gestion de ces comptes. Donc l'objectif est double, c'est d'une part de trouver de nouveaux produits pour couvrir ces frais de fonctionnement et d'autre part pousser les gens à utiliser des moyens modernes de paiement en substitution des chèques. Nouveaux moyens de paiement, les cartes bancaires par exemple. Mais en attendant, les chèques payants ici, ça a été un choc. C'est tout pour soutirer de l'argent, c'est tout, hein? Pour le moment j'y reste, mais d'ici peu je changerai de banque. Je pense que c'est normal parce que quand même il y en a trop de gens qui font des petits chèques. Je trouve qu'on paye assez cher pour le service bancaire, ils travaillent avec notre argent, on ne devrait pas payer les chèques, c'est normal. Hein. Une impopularité qui fait reculer les banques. Certaines annonçaient une taxe de 100 francs environ pour tenue de compte à partir du 1er juillet. Apparemment, tout est retardé.
peut-être du fait des organisations de consommateurs qui contestent les arguments des banquiers. Elles nous disent qu'elles ont un problème de coût, qu'elles ont un problème de gestion. On constate à la vue des bilans et des chiffres qui sont publiés que les banques françaises font des bénéfices. Bon, elles nous disent que ce sont la gestion des comptes qui grèvent leur budget, mais elles font de la publicité pour acquérir des jeunes clients, les clients en culotte courte ou en jupe plissée. Pour nous, c'est une contradiction que nous ne pouvons pas admettre et que nous n'admettrons pas. Au chèque payant, les organisations de consommateurs réclament une contrepartie, la rémunération des comptes. Une pratique que la loi française interdit et que les banquiers craignent par-dessus tout. Elle permettrait à certaines banques de faire des conditions meilleures que d'autres. Cela s'appellerait la concurrence. Arrestation hier dans un petit port des environs de Naples en Italie de Pietro Vernango, considéré par la police italienne comme un parrain de la mafia, organisateur du trafic de drogue entre l'Italie et les États-Unis. Ce parrain est également soupçonné d'être à l'origine de la mort du général Della Chiesa. Commentaire à Rome, Victor Vraiment. Pietro Vernango, 43 ans, parrain absolu du trafic de drogue entre l'Italie et les États-Unis. Et c'est justement parce qu'il s'apprêtait à fêter son 44e anniversaire sur son superbe yacht dans le petit port de Nisi, d'après de Naples, que Pietro Vernango a été arrêté par la police. Ça, c'est l'argent qu'on a trouvé chez Vernango. Mais on ne peut tout de même pas prétendre organiser une grande fête quand on est recherché par toutes les polices d'Italie. Pietro Vernango, victime de sa suffisance et de sa mégalomanie, était en fuite depuis 5 ans, mais toujours aussi riche. C'est son propre frère, Antonio, qui était le chimiste du laboratoire où était transformée la morphine base importée du Moyen-Orient. Comme beaucoup de mafiosi en fuite, Vernango s'était réfugié à Naples, protégé en somme par la Camorra, la mafia napolitaine. La drogue, oui, mais Pietro Vernango aurait dû aussi comparaître au procès de Palerme contre la mafia. On lui reproche la bagatelle de 14 homicides, dont celui du général Carlo Alberto Della Chiesa. C'est que Vernango faisait partie du fameux clan des Corleonesi, qui ont pratiqué la terreur dans les rangs même de la mafia pour prendre le pouvoir absolu il y a 5 ou 6 ans. Plus de 300 cadavres. Ce n'est pas rien d'avoir arrêté le numéro 1 de la drogue, que l'on pourra voir bientôt en chair et en os dans l'une des cages du tribunal de Palerme. Il y a une quinzaine de jours, l'un des meilleurs basketteurs américains, âgé de 22 ans, membre de l'université du Maryland, succombait à une absorption de cocaïne. Vendredi dernier, c'est un autre athlète de haut niveau américain qui est mort par absorption également de cocaïne. C'était la vedette de l'équipe de football de Cleveland, dans l'Ohio. Il est décédé à l'âge de 23 ans. Le voici. Ces deux sportifs n'avaient jamais connu officiellement de problème de santé. Leurs amis ne savaient apparemment pas qu'ils se droguaient. Ces deux morts ont relancé le débat sur l'usage de la drogue aux États-Unis. Déjà, des contrôles réguliers sont effectués dans les entreprises américaines. Voyez l'enquête de notre correspondant à Washington, Jacques Abouchard. Dans la population active américaine, ouvriers, employés, cadres, environ 10 millions de personnes sont des consommateurs plus ou moins réguliers de drogue, en tête desquels la cocaïne. Pour lutter contre le fléau qui entraîne une augmentation alarmante des accidents du travail et de l'absentéisme, les entreprises ont recours de plus en plus souvent à des tests de dépistage. Un test positif peut entraîner une mise à pied et même un licenciement définitif. Le plus ardent partisan de cette méthode est l'ancien responsable de l'organisme fédéral chargé de la lutte contre les stupéfiants, Peter Bensinger. Aujourd'hui, Peter Bensinger joue un rôle de conseiller auprès d'un certain nombre d'entreprises à travers les États-Unis. Mais dans tous les autres coins des États et dans le public, on peut dire, il y a un vrai sentiment de faire quelque chose contre la drogue. Parce que ça nous coûte 56 milliards de dollars chaque an. 30% des entreprises américaines imposent des tests de dépistage à leur personnel et notamment la société de transport Greyhound, Exxon, le premier groupe pétrolier américain, de même que des compagnies aériennes parmi lesquelles American Airlines et TWA. Les adversaires se mobilisent, ils parlent de violation de la Constitution. C'est pas de problème. Aucune personne a le droit de violer la loi.
In the same way, we don't think an employer ought to be able to search. Au nom de l'association pour les droits civiques qu'il préside, Ira Glaser est violemment opposé au test. Il les juge totalement inefficaces. C'est un gadget, dit-il. Plus grave, selon lui, c'est une immixtion intolérable dans la vie privée des citoyens américains. La controverse n'est pas près de se calmer alors qu'une mobilisation générale avec les moyens les plus perfectionnés est décrétée pour enrayer l'invasion de stupéfiants sur le marché américain. Mikhail Gorbatchev à Varsovie était venu rendre hommage au général Jaruzelski devant le 10e congrès du Parti communiste polonais. Le numéro 1 soviétique a profité de cette occasion pour critiquer les États-Unis. Selon Mikhail Gorbatchev, le gouvernement Reagan sabote toutes les tentatives en vue d'une limitation des armements. Les négociations n'ont pas avancé d'un pouce et M. Gorbatchev a clairement laissé entendre qu'il ne ferait pas de nouvelles propositions. Georges Bortoli. Oui, l'argumentation de M. Gorbatchev est simple. Il dit en substance, j'ai fait les premiers pas puisque j'ai présenté toute une série de propositions de désarmement, alors maintenant je ne bouge plus, c'est aux Américains de bouger. C'est-à-dire que le dialogue sur le désarmement soit bloqué, ça n'est pas vraiment sûr parce qu'après les grands appels à l'opinion publique, on revient imperceptiblement au dialogue le plus discret des experts en désarmement dans le silence bien calfeutré de leur bureau de Genève. C'est à peu près ce que voulait M. Reagan. Le président américain a beau être, comme on dit, un grand communicateur, il risque tout de même d'être battu sur son terrain lorsqu'on voit M. Gorbatchev proposer froidement devant les caméras un plan de désarmement total nucléaire pour l'an 2000. Donc M. Reagan rêvait de rendre la négociation aux négociateurs. C'est peut-être ce qui est en train de se produire. Mais pour donner à ces négociateurs le maximum d'atouts, il est logique que et M. Reagan et M. Gorbatchev commencent par durcir le ton. Leur prochaine rencontre en sera peut-être retardée, mais le dialogue continue en coulisses et certains, des optimistes peut-être, ont même l'impression que le vrai dialogue pourrait commencer. Et certaines interventions, Georges Bortoli, de Mikhail Gorbatchev devant les communistes polonais étaient surtout destinées à montrer l'appui sans réserve apporté à la politique du général Jaruzelski. M. Gorbatchev n'a sans doute pas entendu les manifestants occidentaux, dont un député italien demandait la libération des prisonniers politiques. C'était devant le palais où se tenait le congrès communiste. Les manifestants ont été interpellés. Et puis hier soir, en l'église Saint-Stanislas de Varsovie, 10 000 personnes assistaient à une messe à la mémoire du père Popieluszko, assassiné en octobre 84 par les miliciens. Les fidèles ont applaudi les banderoles de solidarité. En Afrique du Sud, une trentaine de personnes ont été blessées. Hier à Soweto, 12 Noirs auraient été tués au cours de différents incidents. Cela fait 93 morts depuis l'imposition de l'état d'urgence. C'était le 12 juin dernier. Le Premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, a appelé le gouvernement sud-africain à libérer Nelson Mandela. En Afrique du Sud, on a expulsé un correspondant de la télévision allemande. En Afrique du Sud, la censure de l'information a laissé passer les images qui suivent, celle d'une manifestation de Sud-Africains zoulous. Commentaire Jean-Marc Ilouz. Oui, c'est bien une manifestation dans un stade de la banlieue noire de Soweto. Pourtant, cette fois-ci, la police sud-africaine ne tire pas et les journalistes sont même les bienvenus. Mais si en plein état de siège, cette réunion publique est autorisée, c'est que ces 15 000 manifestants sont en majorité zoulous et membres de l'Inkatha, puissante milice paramilitaire, aux ordres de cet homme, Gatsha Buthelezi, chef des 6 millions de Zoulous sud-africains, mais surtout seul homme politique noir de poids, à croire qu'il n'y a pas d'autre solution réaliste que le dialogue avec le président Botha. Bien sûr, ses partisans demandent le pouvoir pour les Noirs, la fin de l'apartheid et la libération de Nelson Mandela. Mais ils sont rarement arrêtés. Tout, dit Gatsha Buthelezi, doit être fait pour éviter la guerre civile entre Noirs comme entre Blancs et Noirs. Tour à tour critique et compréhensif avec les autorités blanches, il est accusé de docilité par les partisans de Desmond Tutu, voire de collaboration par les militants en exil du Congrès national africain. Ce sont en tout cas des gardes du corps blanc qui l'escortent ici à son hélicoptère personnel. Pourquoi pas, Gatsha Buthelezi, nationaliste modéré ou conservateur, se veut d'abord un réaliste.
Claude Malhuret, secrétaire d'État aux droits de l'homme, était l'invité de l'émission de France Inter face au public il y a quelques minutes. Claude Malhuret a déclaré « Je suis contre des mesures globales et obligatoires contre l'Afrique du Sud. Nous condamnons l'apartheid d'une manière absolue », a dit M. Claude Malhuret, mais nous ne voulons pas jouer les apprentis sorciers et que demain en Afrique du Sud se produise ce qui s'est passé au Nicaragua. Déclaration du secrétaire d'État aux droits de l'homme à France Inter. Soutien de SOS Racisme, du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature de Lyon aux 2 jeunes musulmans lyonnais qui sont en grève de la faim depuis le 16 juin dernier. Grève de la faim pour protester contre le projet de loi concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France, projet de loi présenté par le ministère de l'Intérieur. Le tribunal de commerce de Paris, saisi de l'état de cessation de paiement de la Normed, a décidé de placer l'entreprise en redressement judiciaire. Cette mesure signifie qu'un administrateur provisoire est chargé d'une étude. Il a 3 mois pour remettre ses conclusions au juge commissaire. La Normed emploie plus de 6 800 salariés à La Seyne, à La Ciotat et à Dunkerque. Le ministre de l'économie, Édouard Balladur, a indiqué que les participations étrangères lors des privatisations seront limitées à 15% du capital des entreprises privatisables. M. Balladur a précisé que ces limites seraient transitoires. L'affaire du Carrefour du développement, c'est-à-dire cette association destinée à aider certains pays africains et qui aurait servi au détournement de fonds publics, connaît plusieurs nouveaux éléments judiciaires. Ces dernières 48 heures, le juge d'instruction inculpait 2 personnes d'abus de confiance. Aujourd'hui, l'avocat de l'ancien ministre de la Coopération, Christian Nucci, porte plainte contre X pour faux et usage de faux. La signature de l'ancien ministre aurait été imitée. Paul Lefebvre a retrouvé plusieurs éléments de ce dossier du Carrefour du développement. Voici la véritable signature de Christian Nucci. À droite, vous allez voir la signature apposée sur les documents de garantie. Observez maintenant la différence entre les deux. Sur un autre document, l'écriture d'Yves Chalier en haut à gauche et la signature que M. Nucci réfute à droite. C'est à l'observation de ce document que l'ancien ministre a décidé de porter plainte contre X. Ce sont des faux, dit-il, et toute l'enquête du juge Michaud va reposer sur l'expertise d'écriture. On lui a reproché d'avoir donné la garantie financière de son ministère. Or, il n'a jamais vu ces documents. Et on a donné des interviews, ces documents sont parus dans la presse, le ministre qui lui a succédé en a fait état, et lui, il n'avait pas ces documents. Aussi a-t-il été obligé de demander qu'on lui communique ces documents, et c'est jeudi dernier qu'on lui a communiqué ces documents, et à la lecture de ces documents, il s'est immédiatement rendu compte qu'effectivement, ses paraphes et sa signature avaient été imités. Donc, dans ces conditions, quelle a été sa réaction immédiate? C'est de déposer une plainte avec constitution de partie civile contre X. Demain, 1er juillet, tous les automobilistes et motocyclistes devront avoir leur vignette assurance collée sur leur véhicule. Une contravention en cas d'infraction est prévue entre 250 et 600 francs. Il y aura quelques semaines de tolérance, je crois. Une petite révolution dans les habitudes françaises. La loi du 23 décembre 1985 entre en application demain. Cette loi prévoit que toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. C'est un peu compliqué, ça veut dire que les Français, comme beaucoup d'autres citoyens étrangers, pourront ainsi user d'un second nom, souvent celui de la mère. Avec une restriction, ce nom ne sera pas transmissible de génération en génération. Privilège qui reste accordé au patronyme, généralement le nom du père. Voilà qui va singulièrement chambouler le jeu des cartes des 7 familles. Explication d'Olivier Lerner. Premier exemple. Monsieur Martin a épousé mademoiselle Dupont. Le fils Martin pourra s'appeler Martin Dupont ou Dupont-Martin. Monsieur Martin père a épousé mademoiselle Dupont. Monsieur Smith père a épousé mademoiselle Dubois. Le fils Martin a épousé mademoiselle Smith. Le fils Martin pourra donc s'appeler Martin Smith, Martin Dupont ou encore Martin Smith Dubois. Monsieur Martin père a épousé mademoiselle Dubois. Monsieur Dupont père a épousé mademoiselle Smith. Le fils Martin a épousé mademoiselle Dupont. Mademoiselle Dupont pourra donc s'appeler Martin, Dupont, Dupont-Smith, Martin Dubois, Dupont-Martin et enfin Dupont-Martin Dubois. Enfin, Monsieur Martin était marié avec mademoiselle Dupont, le divorce a été prononcé, le fils Martin issu de cette union pourra s'appeler Martin Dupont ou Dupont-Martin, mais jamais l'enfant ne pourra porter le seul nom de sa mère. En ce qui concerne les enfants naturels, lorsque leur filiation est établie à l'égard du père et de la mère... C'est-à-dire qu'ils ont été reconnus par les deux? Oui, ou éventuellement par voie de justice, ils peuvent désormais porter
le nom de l'autre parent, si la mère le souhaite, enfin ou si la personne qui exerce sur cet enfant l'autorité parentale le souhaite. Et les enfants de divorcés? Alors pour les enfants de divorcés, la loi offre une innovation sympathique pour les femmes, dans la mesure où celles-ci, lorsqu'elles ont la garde de l'enfant, peuvent accoler leur nom de jeune fille au nom du père. Rien changé du tout, c'est un gadget de plus. Si je peux essayer de cumuler les deux, c'est-à-dire celui de la personne que j'épouserai et le mien, ce sera préférable. Pourquoi vous tenez à votre nom de jeune fille? Oui, tout à fait. C'est bien, on garde toujours son nom, on est né d'une telle famille, on reste avec son nom de famille. Ça peut être sympa, mais ça peut compliquer les choses aussi, je pense. À quel niveau ça peut compliquer les choses? Je sais pas, au niveau de l'administration, déjà pour commencer. Au niveau des PTT, peut-être, parce que déjà, rien qu'un nom, ils se trompent déjà, alors les autres, avec plusieurs, oui, ils se tromperaient encore plus. Baccalauréat, c'est ce soir ou ce sera demain la minute de vérité, les dizaines de secondes, le moment où l'on recherche son nom dans la liste des reçus ou des admis au repêchage. Mais le bac ne résout pas tout. Il faut continuer ses études ou bien chercher du travail. Beaucoup de bacheliers veulent une sécurité d'emploi. Ils sont très nombreux à tenter d'entrer dans la police ou dans les postes. Ainsi, le niveau d'études des postiers est-il très nettement plus élevé qu'autrefois. Sur ces bacheliers postiers, reportage Yoba Grégoire. Marie-Françoise, 26 ans, licenciée S-lettres. Profession, facteur. Horaire quotidien, 4 heures du matin, 4 heures de l'après-midi, 2 tournées par jour. Salaire, 4 955 francs par mois. Un métier sans aucun rapport avec ses diplômes. Je pense que c'est la jungle et donc pour avoir un salaire, on est appelé à passer des concours qui correspondent au travail de préposé. Hein, pourquoi pas? C'est ce que se disent les gens, en pensant à la sécurité de l'emploi, certainement, et en pensant que c'est mieux que rien. Il faut vous dire que pas mal de bacheliers à la Poste que je connais ont vécu 2 ans de chômage avant de passer le concours de préposé et en attendant d'être admis à Paris 15, sont restés au chômage. Le cas de Marie-Françoise n'est pas isolé. 42% des employés au PTT sont surdiplômés et la progression hiérarchique par concours interne n'est pas garantie, d'où un risque de frustration. Un constat, ce système bloque ces postes normalement accessibles aux non-diplômés, le concours des PTT étant ouvert à tous. Bien sûr, ils veulent du boulot, ils sont comme tout le monde, mais avec nous, avec nos niveaux qu'on a, en BEPC, la difficulté pour entrer maintenant. Et les concours internes, est-ce que vous allez rester préposé ou vous avez passé les concours? Bah, je vais essayer de passer les concours internes, mais c'est toujours pareil. S'il y a tous ces gens-là qui sont encore là, le problème sera le même. C'est sûr qu'une rehausse la moyenne du concours, bon, il ne faut plus viser la moyenne maintenant. Même 12-13, c'est pas suffisant, faut taper 17, voire 18. Le vrai problème, et je le comprends parfaitement, c'est que pour qu'il y ait promotion interne, il faut qu'il y ait égalité de chance au départ. Et si des agents d'exploitation, les uns sont bacheliers, les autres ne sont pas, il faut que nous développions une promotion sur des critères professionnels et non pas sur des critères théoriques, abstraits, universitaires. Ce phénomène constaté au PTT n'est pas unique dans la fonction publique. Dans la police, au concours 86, 60% des gardiens de la paix étaient des bacheliers contre 30% en 85. Faut-il donc barrer l'accès aux emplois de fonctionnaires à tous ces diplômés? Une question résolue à la RATP où les emplois comparables sont réservés aux seuls titulaires d'un certificat d'études. Et je vous propose le monde de l'éducation qui présente le palmarès des universités, palmarès très inégal, et les pièges des inscriptions en première année à l'université. Sport, tennis, tournoi international de Wimbledon à Londres. Henri Lecomte s'est qualifié pour les quarts de finale en battant l'Australien Fitzgerald. C'est un autre Australien, Pat Cash, qui sera son adversaire prochain. Commentaire Gilles Cosanet. Henri Lecomte au service, monté au filet. Classique. Henri Lecomte en retour de service. Ça décoiffe. Le Français a utilisé tous les coups du tennis pour battre son adversaire, l'Australien Fitzgerald, un excellent spécialiste du gazon. « 7-6, 6-7, 6-2, 6-3, score final pour un nouveau match sans vrai problème pour Henri Lecomte, qui finalement a vécu une très tranquille première semaine de Wimbledon. J'arrive en quart de finale avec peu de matchs, peu de victoires longues, c'est-à-dire peu de victoires en 5-7, j'ai toujours gagné en 3, et puis là en banque 4-7. Et puis mon dernier match m'a vraiment mis en confiance contre Fitzgerald, et j'espère que mon prochain match sera aussi bien.
Et il faudra en effet qu'il soit aussi bien, car son prochain adversaire sera un autre Australien, Pat Cash, qui a éliminé Mats Wilander cet après-midi en 4-7, 4-6, 7-5, 6-4, 6-3. Pat Cash qui fut demi-finaliste il y a 2 ans ici même, mais qui n'a pas joué depuis plusieurs mois pour cause de blessures au dos et d'une opération de l'appendicite il y a quelques semaines. Pat Cash comme Lecomte est dans une condition physique éblouissante. Le quart de finale entre les 2 hommes, mercredi, pourrait fournir un spectacle somptueux. Le football, c'est fini. L'Argentine, grâce au Nantais Burruchaga, a vaincu in extremis l'Allemagne. En Argentine, ce fut du délire, avec des morts et des blessés au cours de manifestations. Commentaire Francis Marotto. 25 ans, capitaine des champions du monde, l'Argentin Diego Maradona. 8 ans après leur premier titre donc, les Argentins à nouveau avec une médaille d'or. En Argentine, c'est fiesta nationale, feu d'artifice, on fait feu de tout bois, on s'enflamme, démesure, excitation, se conjugue avec paroxysme. Dès lors, la police intervient et c'est le triste revers de cette médaille. Les mains se lèvent mais en signe d'abandon, saccage, arrestation et le tir des policiers qui se multiplie, le nombre des blessés qui va croissant. Et pourtant, quel début de fête pour le peuple argentin. Jorge Burruchaga au coup franc, José Luis Brown de la tête 1-0 pour l'Argentine. L'apôtre prie, les disciples chantent. Valdano s'échappe, 2-0 pour l'Argentine, joie du buteur à Mexico, délire des supporters à Buenos Aires. Et puis Burruchaga lancé par Maradona redonne un avantage définitif à l'Argentine qui perd la tête. Mais à des milliers de kilomètres, on fête également la victoire argentine, plus calmement, à Naples. Les supporters de Maradona, la vedette du club, sont dans la rue. Les supporters du Napoli attendent désormais leur vedette pour une grande fête. La victoire de Maradona, c'est aussi un peu la leur, alors devinez ce qui va couler à flot. Premier appel de ce Mondial 86, c'est fait par RMC Éditions et c'est Michel Hidalgo qui raconte le Mondial 86 avec les exploits, les héros, les plus beaux buts et des textes de Max Urbini et de Michel Hidalgo. Et puis dans la même série sport, je voudrais vous signaler Vox Sport qui présente tout un dossier sur Paris 92 avec des maquettes de ce qui pourrait être les Jeux Olympiques de Paris. Le président Mitterrand était ce matin à la Biennale de Venise. Un lion d'or a été décerné à l'œuvre du sculpteur Daniel Buren. Coïncidence, ce soir, l'œuvre de Buren dans les jardins du Palais Royal est définitivement achevée. Regardez, les colonnes de Buren qui avaient soulevé beaucoup de contestations sont désormais en place. Intrusion moderne dans un centre historique. À chacun de juger. François Léotard avait décidé de poursuivre une œuvre presque achevée, recommencer sous Jacques Lang. Je viens d'apprendre qu'un millier de personnes au moins ont été évacuées dans l'Est lyonnais par crainte de la dioxine, et ce, à la suite de l'incendie d'un transformateur au pyralène. Il y a d'importants effectifs de pompiers avec leurs équipements spéciaux anti-pollution ont été acheminés sur place, tandis que 150 policiers ont bouclé tout le quartier, donc un millier de personnes au moins évacuées dans l'Est de Lyon. Sur les routes des vacances, les premiers départs ont été moins meurtriers que celui de l'année dernière, 82 morts quand même, mais 27 de moins qu'en 1985. Sans doute un bon résultat de l'opération Bonne Conduite. Météo, Laurent Boussier. Ah oui, et justement, ce premier jour des vacances, pour ceux qui les prennent en juillet, évidemment, s'annonce bien. Le soleil sera toujours au rendez-vous et ce n'est pas la photo satellite qui va me contredire. Regardez cette photo satellite prise cet après-midi par Météosat. Alors, c'est vrai, il y avait des nuages sur tout le sud-est du pays, mais ces nuages vont se dégager, ils vont s'évacuer pour faire place sur l'ensemble du pays à un temps très ensoleillé, avec quand même, évidemment, quelques petits brouillards résiduels le matin sur la moitié ouest du pays. Regardez ces brouillards sur la carte du temps prévu. Des brumes le matin sur toute la moitié ouest du pays qui se dissiperont dans la journée pour donner place à un temps ensoleillé, mais avec quand même quelques nuages résiduels, ça ne peut pas partir d'un seul coup. Seules les Pyrénées et surtout la région Midi-Pyrénées connaîtra un ciel un peu plus nuageux, mais de toute façon la tramontane va chasser tout ça sur tout le reste du pays, c'est-à-dire sur une très grande moitié est, du temps très clair, ensoleillé, très ensoleillé même avec du ciel bleu et quelques risques d'orage quand même sur la région de Nice et sur les reliefs de la Corse. Côté température, elles sont en très légère baisse, de 20 degrés à Brest jusqu'à 30 degrés sur le nord-est du pays, soit pour la moitié nord, 30 degrés également à Paris, et de 25 degrés à Biarritz jusqu'à
jusqu'à 31 et même 32 degrés sur la région lyonnaise et sur la région des Alpes. Demain sera... Attendez, demain, il fera 23 degrés à Varsovie, j'allais oublier, et 30 degrés à Venise. Il faut quand même parler un petit peu de l'Europe. On parle maintenant de notre agenda. Demain sera le mardi 1er juillet, pas 1er juin évidemment. Le soleil se lèvera à 6h53, se couchera à 21h56, une petite minute de soleil en moins, et ce sera la Saint-Thierry. Alors nous fêterons les Thierry. Pour ce lundi 30 juin, Philippe Arroir est de retour. Il vous présentera le dernier journal d'Antenne 2 à 23h. À demain 20h. Bonsoir. Merci.